L'autre chose, poids 14. Je vais revenir ici brièvement sur mon enfance, principalement parce que mon éditrice m'a demandé de le faire. Je dois dire que je le fais à contre-cœur. Après avoir raconté ma vie pendant des années à des thérapeutes et des psychiatres, pouvez-vous me parler de votre relation avec votre mère? Je trouve ça assez ennuyeux et complaisant, mais je m'exécute. Je n'étais pas une enfant maussade, même si j'ai l'air renfrognée sur beaucoup de photos de famille. J'ai fait les choses typiques que font les enfants, comme collectionner les gommes parfumées, faire du BMX, attraper des écrevisses dans les mares asséchées par le soleil. J'ai grandi dans le bush près de Canberra, dans ce que mon père décrivait comme une propriété, à moitié autosuffisante. Non que mes parents aient été hippies, c'était moins paradisiaque, je vous assure. Ils étaient juste fauchés. Nous élevions des chèvres pour le lait et la viande. Nous portions des bottes en caoutchouc et des tongs, selon la météo, et des vêtements de troisième main. Mon grand-père travaillait dans une usine où l'on réduisait les vêtements invendables des magasins caritatifs en chiffon pour les mécaniciens. Il en mettait quelques-uns de côté pour nous. Il arrivait à la maison avec de grands sacs en plastique remplis de sweatshirts de rugby, de t-shirts colorés et de robes taille basse avec lesquelles nous refaisions notre garde-robe. Ma mère achetait 10 cents le pain de la veille à la boulangerie Tip Top qui était mis de côté pour les éleveurs de cochons. Nous n'avions pas de cochons, mais maman trouvait son geste légitime. « Je ne mens pas, vous êtes des petits cochons, nous disait-elle. Je passais mon temps avec mes 5 frères et sœurs cadets. Nous nous entendions bien, en partie parce qu'il n'y avait personne d'autre alentour. Mais mon cerveau moulinait. Essayer de faire des choses d'enfant, de sourire sur les photos, de rester simple et innocent avec un cerveau qui mouline en permanence. Difficile de se concentrer. À l'âge de 12 ans, il s'est passé deux choses. D'abord, je suis devenue obsédée par la spiritualité. Je me suis mise à lire la Bible, en suivant les lignes avec une règle penchée au pied de mon lit. Le sang affluait à la tête. Ensuite, j'ai commencé à tapoter les objets et à compter sans arrêt. Et j'ai cessé de dormir. On a posé le diagnostic d'anxiété peu de temps après. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence. L'Église m'a profondément ébranlée, non par peur de Dieu ou de la damnation, mais à cause de la solitude profonde, immense, qu'elle a déclenchée. Pendant la messe du dimanche, je me retournais pour regarder les personnes assises derrière moi. Leur visage calme du dimanche matin me disait qu'ils comprenaient. Voilà ce qui me terrifiait, le fait que moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui me manquait? Ma mère me tapotait le genou en me demandant d'arrêter de fixer les gens. Le désespoir s'infiltrait entre mes épaules. J'ai associé l'église au pull en jacquard que je portais à cet âge, qui grattait et me serrait le cou. Vers l'âge de 13 ans, après m'être longuement penché sur le sujet, j'ai décidé de renoncer à Dieu. Je faisais subir à mes parents des accès de colère dans lesquels j'arguais que l'Église était vraiment néfaste à mon bien-être. Pour étayer mon discours, je citais la Bible, surtout l'Ancien Testament. Je ne suis pas parvenue jusqu'au Nouveau dans ma quête. J'ai fini par convaincre mes parents qu'il fallait que je me tourne vers d'autres religions pour voir si elles me convenaient mieux. L'épuisement et la perplexité les ont fait céder, ce qui est surprenant. En général, ils avaient l'impression que mon anxiété et mes crises de panique étaient quelque chose qu'il fallait contenir, atténuer. C'était trop. J'étais trop. Je me rends compte, à présent, du fardeau qu'ils ont dû porter. Mais à l'époque, j'étais une boule de nerfs avec des pensées qui tournaient en boucle dans mon cerveau et aucun endroit pour les mettre de côté.
ni personne pour me guider, ni me retenir. C'est ainsi que le dimanche, nous faisions 1 heure de route pour aller en ville. Mes parents me déposaient devant différents temples et autres salles de conférence que je leur indiquais, tandis que le reste de la famille se rendait à l'église catholique, aux vitraux en bouteilles de bière et aux bancs fonctionnels en contreplaqué post-Vatican II. Je n'ai pas de souvenir précis de cette quête spirituelle du début de mon adolescence. Je ne sais plus comment j'avais trouvé ces lieux de culte alternatifs à l'époque d'avant Internet. J'ai posé la question à ma mère, qui ne sait plus non plus. Je présume que j'ai cherché dans les pages jaunes. Je sais que j'adorais lire les pages jaunes et les prospectus publicitaires. C'était incroyablement apaisant de comparer les prix, de comparer n'importe quoi, et de compter les choses par 3 et multiples de 3. Je me revois assise dans une salle, au-dessus d'un restaurant chinois, avec un scientologue tenant un porte-bloc et vêtu d'une chemise kaki rentrée dans un pantalon beige. Je me souviens aussi de la chaise en plastique sur laquelle j'étais assise, au fond d'une salle dans une réunion Hare Krishna, près d'une table pliante couverte de prospectus. Tout devant, les gens, hommes et femmes, chantaient en tapant des mains, ce qui était à mes yeux envahissant et gênant. Quand mes parents sont venus me chercher 2 heures plus tard, je pleurais, assise sur un bout de pelouse, devant le bâtiment, en pleine crise de panique. Je ne comprenais toujours pas. Je n'ai pas de grands souvenirs non plus du psychologue qui m'a dit que j'étais anxieuse. C'est vraiment une constante qui traverse tous mes épisodes anxieux. J'ai des souvenirs très flous des détails, tels les dates et les lieux, alors que je me souviens très nettement des théories et des ruminations qui accompagnent les crises. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu la même chose? Je me rappelle les portes vitrées coulissantes et un couloir asymétrique avec des travaux manuels accrochés aux poutres du plafond, des mobiles en papier et des chausses-pattes aux doigts suspendus à des ficelles. Je sais que je voyais une psychologue pour résoudre mes problèmes d'insomnie, mais aussi parce que je tapotais et comptais. Il y avait une bête sous mon lit qui menaçait de m'attraper par les chevilles si je me levais pour aller aux toilettes. J'avais toujours envie. La combinaison de ces peurs me paralysait. Il fallait que je me penche pour voir si elle était là, pendant des heures, par série de 3 ou de 4, ça dépendait. Mes parents pensaient que je m'ennuyais. «Oh, Sarah s'ennuie», disait-il quand il me voyait tendue. C'était le genre de choses qu'on disait chez nous. Mais je ne m'ennuyais pas. J'essayais désespérément de trouver des réponses et de fuir l'agitation de mon ventre. Je courais avec une patate chaude dans la main sans nulle part où la poser. J'ai été encore plus anxieuse quand j'ai pris conscience que personne n'avait l'air d'éprouver les mêmes choses que moi. Quand j'étais invitée à dormir chez les amis, je restais éveillée, hyper consciente de tout ce qui composait leur existence, sans savoir quoi faire de toutes ces pensées et analyses. Oh, la maman de Penny ne porte pas de soutien-gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? Manger la confiture d'abricot dans le pot, on a droit? À quoi pensent les gens quand ils s'endorment? C'est aussi à cette époque que j'ai monté mon entreprise. Ça aussi, c'était pour fuir ma propre agitation. C'est comme cela que je l'interprète aujourd'hui. Quand je dis entreprise, entre guillemets, entendons-nous bien, j'avais 12 ans, peut-être 13. J'étais une artiste médiocre, mais je passais mes week-ends à fabriquer des sacs de toile en coton sur lesquels je peignais de petits motifs d'éléphants en train de bronzer et des cacatoès en tablier. J'ai aussi fait une série de broches, ainsi que des cartes peintes à la main que je vendais par sac. Je négociais pour que ma mère me dépose en ville 1 fois tous les 15 jours, pendant qu'elle allait faire les courses pour la semaine. Mes parents avaient de quoi se payer un aller-retour en ville par semaine. Et je partais à l'assaut des magasins de jouets et des galeries avec mes créations.
Je dois dire que j'étais une bricoleuse passionnée, mais cela allait au-delà du simple fait de créer. Ce méta-objectif commercial détournait mon attention, alors que j'étais aux prises avec le méta-problème de mon existence. Je souligne ce lien entre ma soif de spiritualité et mon anxiété, parce qu'il m'a aidé à comprendre ma nervosité depuis lors. L'anxiété et la curiosité existentielle sont liées. Oui, absolument. L'anxiété peut devenir pathologique quand elle est incontrôlable, mais ses origines sont beaucoup plus profondes. Point 15. Vers l'âge de 30 ans, j'ai fait une retraite de yoga. C'était avant ce que j'appellerais ma crise de la trentaine. J'étais au cœur d'une rupture compliquée et interminable. Je révisais l'édition australienne du magazine Cosmopolitan et commençais à perdre la vision claire que j'avais des gens qui travaillaient avec moi, de mes idées, de mes principes. Je cherchais quelque chose, ne serait-ce qu'une pause dans l'engrenage de ma tête. Depuis le début de mon adolescence, je me connectais et déconnectais de ma spiritualité en pointillé. Cela se produisait toujours en parallèle avec mon anxiété. À l'époque, j'avais fait appel à un coach spirituel, Sky, une femme grande, incroyablement élégante, de près de 60 ans, qui avait vécu une vie très riche. Je la voyais le mardi après-midi et lui demandais de m'aider à rester vrai dans cet univers empli de sacs à main, de crème contour des yeux gratuites et de cocktails dînatoires avec les clients. Pour cette retraite de 3 jours intensifs de yoga vinyasa, j'ai donc roulé jusqu'à un ensemble de cabanes en bois, en pleine forêt vierge, à quelques heures au sud de Sydney. Je participe à ce genre de retraite, mais laissez-moi vous dire que chaque fois que j'arrive, je suis agitée, cynique et inquiète à l'idée de devoir dormir dans des lits superposés avec des inconnus et faire des exercices avec un partenaire. Sans parler de la constipation, je suis toujours constipée dans ce genre d'occasion. J'ai fait ma petite enquête. Beaucoup de type A le sont. Dès que je passe le portail du centre de retraite, tout se bloque. Je me présente ouvertement sur le ton de la confession à la plupart des gens qui se trouvent là. Mais je suis comme un enfant à qui on dit de partager ses bonbons et qui tend consciencieusement le paquet sans le lâcher, de sorte qu'on puisse n'en prendre qu'un ou deux, de préférence ceux qu'il n'aime pas. Pas besoin de s'appeler Louis Hay pour voir de quoi il retourne. Je m'accroche à ma merde quand je dois vraiment me confronter à quelque chose. Ce qui est drôle, c'est que le dernier jour, systématiquement, sans faute, au moment du dernier cours ou de la dernière méditation, je lâche enfin prise. Je fais caca. Et puis je pleure. Et puis je rentre chez moi. Le troisième jour de cette retraite-là, en fin d'après-midi, nous étions assis dans la vieille salle des scouts dont les portes étaient grandes ouvertes sur la nature. Nous devions méditer pendant 1 heure. Je n'étais jamais resté assis et immobile aussi longtemps, et je n'avais jamais vraiment médité. Je m'accrochais. J'avais envie de partir en courant, de grimper dans un arbre. Pourquoi ne pouvions-nous pas simplement parler de méditation en long et en large devant un roi boss dans la salle commune? Je me suis tout de même assise et j'ai écouté les instructions. C'était du genre: asseyez-vous sur un petit banc avec vous-même. Asseyez-vous en silence, portez votre attention sur votre cœur. Maintenant, imaginez que vous êtes assis sur un petit banc avec vous-même. Imaginez que vous le faites dans cet endroit, au centre de votre poitrine. Vous voilà, assis à votre droite,
petit humanoïde que vous êtes, papotant, vous en voulant d'avoir trop mangé au déjeuner, ou vous demandant si vous devez ou non étendre la lessive. Ce petit être bavard, c'est votre petit jeu. Vous, le grand jeu. Observez. Oui, vous êtes là, assis tranquillement, contemplant la vue sur la mer au-delà des arbres, sur votre petit banc, ensemble. Vous restez là, sans aller nulle part, sans faire quoi que ce soit, tous les deux. Vous vous retirerez sans doute de votre cœur pour aller dans votre tête, analyser, commenter, et vous accrocher à quelque chose d'extérieur. C'est ce que nous faisons tous. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que les autres ont des fourmis dans les jambes? Mais quand ça vous arrive, tournez doucement votre regard intérieur vers la scène sur le banc. Oui, il est toujours là, votre petit compagnon, votre petit jeu à votre droite. Et vous restez encore un peu, calmement, patiemment. Puis il vous traverse l'esprit que votre petit compagnon, votre petit jeu, n'est que ça, un compagnon assis à vos côtés, et que le grand jeu, c'est vous, celui que vous êtes vraiment. Cela donne une sensation de profondeur, de proximité et en même temps d'immensité. Je trouve ça amusant quand j'en prends conscience. Me voilà. Alors que j'ai si longtemps pensé que j'étais ce petit compagnon bavard assis à côté de moi. C'est amusant, de la même manière qu'à un enfant de trouver amusant le fait que son père lui a joué à un tour quand il s'en aperçoit. Délicatement, timidement, un amusement qui arrive tout doucement. Je comprends, à ce moment, que je suis là depuis le début. J'accueille cette sensation, la même que quand je retrouve mon lit après avoir voyagé pendant une semaine, l'odeur et la chaleur des retrouvailles avec moi-même. C'est aussi spacieux et vaste, une ouverture du cœur sur le monde. Je me sens immense, je sens que le monde est immense, c'est magnifique et élevé. Je n'ai pas envie de fuir comme je le fais d'habitude en revenant à mon emploi du temps et aux lessives que je fais en rentrant chez moi. Ou pire en me sermonnant. Sarah, tout le monde y arrive, fais un effort. Sarah, tu devrais faire des choses plus productives. Vite, tu perds ton temps. Point 16. J'entends les oiseaux, dehors, dans l'effervescence de la fin d'après-midi, qui se hâtent comme à l'heure de fermeture des grands magasins. Cette agitation sonore de fin de journée m'agite aussi souvent. Mais cet après-midi, c'est différent. Je ressens de la résignation et je m'y abandonne. Les oiseaux se posent sur l'arbre, un par un, et se calment. Quelques-uns arrivent à en piquer et effrayent les autres, qui s'affolent bruyamment. Je connais cette instabilité. C'est ce que je vis. Mais je retiens cette sensation et me rapproche sur le banc de mon être profond et vaste. Et tout doucement, en retenant un peu plus, nous nous posons tous. Nous atterrissons. Puis je fais caca. Puis je rentre chez moi. Je n'avais jamais réussi à méditer auparavant. Ou du moins, pas confortablement. J'étais toujours trop anxieuse. J'avais essayé plusieurs fois. J'ai participé à des cours collectifs et à l'une des retraites de Sky. J'essayais de saisir le lien spirituel que je cherche, mais cela ne fonctionnait jamais vraiment. À 18 ans, j'ai organisé un cours de méditation pour femmes anxieuses sur le campus de l'université. J'ai fait venir un professeur et pris place parmi les femmes. Pendant 30 minutes, je suis restée assise en tailleur, à me dénigrer. C'était violent. À la fin, tout le monde est parti tranquillement en échangeant doucement ses expériences relaxantes.
Moi, j'ai foncé aux toilettes de la salle commune de politique estudiantine et j'ai mordu un rouleau de papier toilette pour réprimer un long hurlement guttural. Le changement avait été trop brutal, et la demi-heure que j'avais passée à essayer de mettre un frein à mon mental hyperactif n'avait fait qu'empirer les choses, tout comme l'idée que tout le monde avait l'air de savoir faire une chose dont j'étais moi-même incapable. En revanche, dans cette salle de scout baignée de soleil, j'ai rencontré une sagesse calme, posée, immense, spacieuse, magnifique au fond de moi. Ça n'a duré que quelques instants délicats, mais irréversibles. J'avais réussi à enlever la croûte et la chair. Cette autre chose que je cherchais était enfin exposée. Je l'appelle autre chose, parce qu'il n'existe aucun autre moyen de décrire cet ardent désir, cette chose, endroit ou énergie indescriptible que je cherchais, qui a surgi avant les mots. Mais j'étais entrée en contact avec cette autre chose, et, oh là là, je voulais le rencontrer de nouveau. Point 17. Avez-vous lu Le château de Cassandra de Dodie Smith? Mes amis littéraires me disent qu'ils l'ont lu quand ils étaient petits. En le lisant aujourd'hui, quadragénaire, je ne le vois pas comme un livre pour enfants. J'y ai trouvé toutes sortes de thèmes spirituels d'adultes. La protagoniste, Cassandra, une toute jeune fille très vive en quête d'un autre chose, demande au pasteur: « Et les croyants, ont-ils découvert le sens de notre passage sur terre? Ont-ils la réponse à cette énigme? » Ce à quoi le pasteur répond: « Il leur arrive de percevoir le souffle d'une réponse. Avec un peu de chance, vous le sentirez avec tous vos sens et avec aucun. Il y a une expression qui correspond bien à cette intuition. On se sent tout chose. »« Cela vous est-il déjà arrivé ?» demande Cassandra. Ce qui me rappelle que j'ai posé la même question au Dalai Lama sur le fait de calmer son esprit. Le pasteur soupire et dit que les souffles sont rares, mais leur souvenir est éternel. Point 18. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire quand je parle d'ardent désir, d'une autre chose, de bribes de réponses. Cela va peut-être vous aider. Vous voyez la façon qu'ont les chiens de tourner en rond, incapables de trouver l'endroit suffisamment confortable pour s'y installer. C'est ce que nous faisons la plupart du temps. Nous errons en remplissant nos week-ends et en créant d'interminables listes de tâches à accomplir. C'est comme si nous cherchions cette autre chose qui nous donne le sentiment que... que quoi? Que nous avons atterri, je suppose, et qu'à cet endroit tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voici ma théorie peut-être contestable, celle qui me guide depuis un moment déjà et que j'ai soumise à mon éditrice quand elle m'a demandé si je voulais écrire sur mon anxiété. L'anxiété est une déconnexion de cette autre chose. Les médecins et chercheurs lui donnent toutes sortes de noms, mais je crois que tout est lié à cette déconnexion. Comme l'a écrit le psychiatre allemand Karl Jasper, l'anxiété est le sentiment de ne pas avoir terminé quelque chose, d'avoir à chercher quelque chose ou à mettre quelque chose au clair. Pour parler franchement, comme Jean-Paul Sartre l'a fait à un moment donné, contrairement à une table, à un presse-ail ou n'importe quel autre objet dont la fonction est évidente, ce qui est réconfortant, nous ne savons pas pourquoi nous existons. Voilà, cher ami, de quoi je vous parle. Oui, 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 c'est ça l'anxiété. C'est ce manque de connexion
et de clarté qui nous agitent, nous poussent à vérifier, à ressasser et à compenser par des comportements irrationnels et pénibles, qu'il s'agisse de TOC, de phobie ou de crise de panique. C'est le sentiment de manque qui nous donne l'impression d'être seuls, incomplets et flottants. Quelque chose ne va pas. Nous n'avons pas atterri. Quand je commence à m'agiter parce que quelqu'un ne m'a pas appelé, alors qu'il avait dit qu'il le ferait par exemple, je m'agite à cause du sentiment d'abandon et de solitude. Mais grattons un peu sous la surface. En réalité, je m'agite par peur de ne pas exister dans le calme et le bonheur tranquille sur mon banc. Quand je vérifie 32 fois si un robinet est fermé en 16 séries de 4 entre 2 et 5 heures du matin, cela révèle sans aucun doute des problèmes de confiance. Mais en y regardant de plus près, je m'agite parce qu'il me manque quelque chose qui devrait me donner le sentiment d'être soutenu, réconforté et rassuré sur le fait que tout ira bien. Le fait que je ne sois pas connecté avec cette autre chose constitue mon anxiété. J'ai également soumis à plusieurs psychiatres cette autre idée plutôt contestable. Étais-je sur une pente peut-être maniaque dangereuse? Le docteur Cross de Sydney, Australia, avec qui je vais boire un café dans mon café-bureau local, me dit que non. L'anxiété n'est rien d'autre qu'un manque de connexion et un besoin de réponse spirituelle, dit-il. Il oriente même ses patientes vers une église spirituelle de la banlieue ouest de Sydney, où l'on discute de sujets existentiels. À la fin de notre conversation, un couple assis à la table voisine se tourne vers nous et nous explique que tous deux sont psychologues et sur le point de publier un article de neurosciences sur l'échec du modèle du déséquilibre chimique chez les patients anxieux. Il ajoute qu'ils sont d'accord avec nous. Margot et Dal sont chercheurs associés et il s'avère que je connais les précédents travaux de Dal qui avaient secoué la pensée dominante à l'époque. Il a publié le fameux « Ne faites pas de régime » à la fin des années 1980. Margot nous explique. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres se sont posé les mêmes questions. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Quel est l'intérêt? Comment pouvons-nous imaginer que nous pourrions soudain nous dispenser de nous poser ce genre de questions? C'est pourtant ce que fait le modèle médical actuel. Elle présente ses excuses pour nous avoir interrompus. Non, 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 vous avez bien fait, lui dis-je. Je vais alors être vraiment ferme sur ce point. Je pense que l'ardent désir de cette autre chose bourdonne tout au fond de nous. C'est la bande sonore de notre vie qui se déroule pendant que nous remplissons notre déclaration de revenus ou que nous allons à la pharmacie acheter de l'aspirine. J'en reparlerai plus tard. Pour l'instant, laissons le moine bouddhiste et auteur de Miracle de la pleine conscience, Thich Nhat Hanh, conclure. Vous voulez trouver quelque chose, mais vous ne savez pas quoi chercher. En chacun, il existe un désir et une attente continuelle. Au fond de soi, on attend toujours que quelque chose de mieux arrive. C'est pourquoi on consulte sa boîte de messagerie à longueur de journée. Point 19. Je vous l'accorde. Certains d'entre nous sont capables de mettre des écouteurs qui les isolent du bruit. Environ 3 fois par semaine, quelle que soit la semaine, je leur envie cette aptitude pleine de douceur. J'appelle ces gens les naturellement doués pour la vie. De nouvelles études montrent que 20% d'entre nous, pas moi en tout cas, naissent ainsi, immunisés biologiquement contre l'anxiété. Il s'avère qu'ils possèdent une mutation génétique tout à fait heureuse qui leur fait produire davantage
d'anandamide, celle qu'on appelle la molécule du bonheur, dont les effets sont proches de ceux de la marijuana, ce qui explique sans doute la capacité de certaines personnes à arriver à l'heure où qu'elles aillent. Je sors toujours avec des naturellement doués pour la vie. Les naturellement doués pour la vie peuvent être des bouées de sauvetage pour les névrosés. Ma mère est elle-même naturellement douée pour la vie. La nuit, elle dort à poings fermés. Et elle sait mettre fin aux conversations chaotiques et houleuses au repas de Noël, si c'est mieux pour son bien-être. Elle s'assied, souriant, en silence, alors que tout le monde se cherche et ressort des blagues d'il y a 30 ans, qu'on charrie notre père parce qu'il écoute de la musique pendant qu'il passe l'aspirateur. Mon père, par contre, subit le bourdonnement intérieur des anxieux. Avec ton père, je n'ai pas signé pour un long fleuve tranquille, m'a dit ma mère un matin d'hiver, alors que nous étions assis dans la cuisine, tandis que mon père s'énervait pour caler 2 heures de jogging dans sa journée déjà remplie d'une dizaine de tâches qu'il s'était promis d'accomplir. J'ai signé pour les montagnes russes. Je présume que les montagnes russes peuvent être amusantes. Voici ce que les naturellement doués pour la vie font aussi. Ils voient une fleur et la trouvent belle. Voilà. Ils ne se demandent pas s'ils l'aiment assez, ou s'ils perdent leur temps parce qu'ils sont trop stressés aujourd'hui pour apprécier de jolies choses comme les fleurs. Ils ne redoutent pas non plus que la fleur ne dure pas. Et ils n'essayent pas de se remémorer le proverbe zen au sujet d'une fleur qui ne se force pas à fleurir, mais qui fleurit spontanément, avant de se désoler de ne pas pouvoir suivre l'exemple. Ils prennent simplement et naturellement la chose telle qu'elle est. Autre chose encore, les naturellement doués pour la vie voient directement le positif. Voici un exemple. Je me trouvais avec le mec avec qui je sortais pendant l'écriture de ce livre et lisais le journal après avoir nagé dans la mer bien froide. Nous nous étions rencontrés sur Tinder. C'est un électricien et un pêcheur qui a vécu toute sa vie sur les plages du Nord à Sydney. C'est une caricature du type insouciant, même pour quelqu'un qui vient des plages du Nord qui sont déjà réputées pour leur mentalité « tout va bien tant qu'il y a des vagues ». C'est un naturellement doué pour la vie. Je vois 4 Maserati s'arrêter devant un café de Palm Beach à Sydney en faisant fâcheusement vomir les moteurs, juste pour le plaisir. Quelques types d'âge mûr sortent des voitures. L'un d'eux a vraiment un pull jaune négligemment noué sur les épaules. Cela fait beaucoup de choses en même temps. Mon cerveau cynique bondit, tel un chien se jetant sur un chat, et je cherche le moyen le plus acerbe de résumer les faits totalement humains et vulnérables qui se produisent dans cette scène. Ils croient vraiment qu'ils ont l'air d'autre chose que d'affreux clichés? M'exclamai-je. Je ne sais pas, répond le naturellement doué pour la vie. J'imagine qu'ils sont contents de pouvoir se payer la voiture dont ils ont toujours rêvé. Ah oui, d'accord. C'est bien vu et généreux, dis-je. Bref, ce livre ne s'adresse pas aux naturellement doués pour la vie, sauf s'ils souhaitent le lire pour mieux comprendre les montagnes russes avec lesquelles ils ont choisi de vivre, ce qui, à vrai dire, n'est pas une mauvaise idée.